Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Detchen Kunzong Trinley, je suis un lama brésilien du lamaïsme, on pourrait dire du lamaïsme international, puisque le lamaïsme tibétain est en cours de constitution. En tout cas, le lamaïsme, c'est une vieille institution. Elle remonte au moins à 3000 ans. Elle commence avec Tampa Shenramyewo, un Bouddha mésopotamien, dont l'enseignement va se diffuser au Tibet. Et puis ensuite, nous avons le Bouddha Sakyamuni, il y a 2500 ans, qui a développé un type d'enseignement en Inde, en particulier au sud de l'actuel Népal, avec un grand centre monastique à Nalanda. Et puis au 8e siècle, nous avons Padmasambhava, qui est encore un autre Bouddha, né du lotus. Padmasambhava va incorporer le bouddhisme Bön de Tenpa Shenramyewo et le bouddhisme de Sakyamuni au shivaïsme du Cachemire pour former le lamaïsme tibétain. Ce lamaïsme tibétain va s'exporter vers la Mongolie, puis vers la Chine évidemment, la Russie, notamment le sud de la Russie, la Kalmykie, c'est le seul état bouddhiste d'Europe, c'est juste au-dessus de la Géorgie, à 2 pas de la frontière ukrainienne. Et ensuite, vers le monde entier, et on a un lamaïsme qui se forme à peu près dans tous les pays, avec des particularités. Cette 4e vidéo consacrée à ce que vous pourrez maintenant appeler sa saleté, le Dalai Lama, l'océan d'immondices, ou l'océan de corruption, c'est l'histoire d'un triste sire, d'un triste roi, qui de 1912 à 1951, lui et son prédécesseur, le 13e Dalai Lama, ont fait régner une dictature nazie au Tibet, provoquant la mort d'1,3 million de Tibétains. Cette théocratie qui s'assoit sur une féodalité complètement dégénérée, elle repose en réalité sur une falsification de l'enseignement du Dharma. Ça ressemble beaucoup à la psychotronique luxembourgeoise, ça correspond beaucoup à la Colonia Dignidad ici à la frontière au Chili, qui était une institution de nazis. Le Tibet, à l'époque du Dalai Lama, était devenu un camp de concentration, un camp de travail et un camp d'extermination, basé sur une inversion satanique de l'enseignement du Bouddha. Et oui, le Dalai Lama et son prédécesseur ont inversé les thématiques du bouddhisme pour en faire un incroyable instrument de répression sociale, de domination et générer non pas un océan de sagesse, mais un océan de souffrance. Ça, très saleté, le Dalai Lama. Les images sont en effet très trompeuses et très manipulées. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été impressionné par ces images d'archives où on voit l'invasion chinoise au Tibet, et puis on voit les Chinois rentrer dans les monastères, notamment une fameuse image avec un garde rouge qui a sur ses épaules un jeune moine tibétain en sang, et derrière le monastère en feu, et des armes qui sont sorties du monastère. Alors, la propagande de la CIA est l'armée l'armée chinoise est entrée dans les monastères, tuant les pauvres moines, etc. Sauf que dans cette image-là, quelque chose m'a toujours interloqué. Pourquoi est-ce que les Chinois sortent des fusils du monastère et vont les jeter dans le feu? Et c'est sans doute là tout l'art de la manipulation et de l'inversion accusatoire typique du satanisme, typique des réseaux pédophiles, des réseaux de narcotrafiquants et des réseaux d'assassinats et de génocidaires. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la République populaire de Chine rentre dans la région autonome du Tibet à la demande des communistes locaux qui alertent le pouvoir central de Pékin sur les conditions terribles d'esclavagisme du peuple tibétain. Et une rébellion est montée en 1959 depuis Lhasa par le Dalai Lama et la CIA. Des armes sont introduites dans les monastères des bonnets jaunes et il est prévu qu'une partie de l'aristocratie, aidée par les moines, va partir à l'assaut meurtrier des troupes chinoises. Donc les vidéos qu'on nous montre, c'est en réalité une intervention militaire à l'intérieur des monastères pour en faire sortir les nationalistes, récupérer les armes et déjouer les tentatives d'assassinat et d'attentats contre les membres de l'armée de libération populaire de Chine. Voilà comment on inverse. On fait passer une libération
pour une occupation et une invasion. Voilà comment on fait passer une opération de police pour une horrible opération de répression politique. Le Dalai Lama est décidément un sacré menteur. Son Pinocchio, le Dalai Lama. Et ça s'arrête pas là, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. On va partir pour cela de l'enseignement du Bouddha lui-même et de son expérience. Et vous allez voir comment une redoutable manipulation et inversion satanique du Dharma s'était mis en place autour de celui qui demandait à un petit garçon de l'embrasser sur la bouche et de lui sucer la langue. Et quand je dis demander, il avait le joint à l'acte puisqu'il était en train de le forcer. Voilà la véritable identité de ce tyran, de ce despote et de cet agent anti-chinois et pro-impérialisme, capable de tous les mensonges, de toutes les manipulations pour cacher un passé nauséabond, le sien et celui de ses prédécesseurs. Lors de la nuit de son éveil, le Bouddha Sakyamuni, se met en posture de méditation. Depuis déjà 3 semaines, un immense cobra royal s'est dressé autour de lui, lui sert de parapluie et il est adossé à l'arbre pipal. Et puis une nuit, la nuit de son éveil, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, il y a quelque chose qui sort de lui. Toutes ces impuretés, tout ce qu'il peut avoir à l'intérieur sort et va former devant lui, Mara. Mara, c'est le prince de ce monde. Il va tenter Bouddha avec ses 3 filles. Qui sont ces 3 filles? Elles correspondent aux 3 temps, c'est-à-dire avant, pendant et après cette existence. Avant, c'est ce pourquoi on va avoir de l'aversion, notre passé. Pendant, c'est notre état actuel d'ignorance. Et après, c'est notre désir de continuer à devenir, de continuer à être. En réalité, ce que voit Bouddha, c'est une hallucination karmique, c'est un détachement de tous ces résidus mémoriels. C'est un détachement de tous ces résidus mémoriels qui sont projetés à l'extérieur sous la forme du personnage de Mara et de ses 3 filles qui sont les 3 nerfs subtils à l'intérieur du corps. Et à chaque fois que Mara va jeter des flèches contre le Bouddha en l'accusant sur la base des mémoires qu'il y a dans son corps de différents crimes du passé, de différents manquements dans son existence ou de différents désirs qui vont le propulser dans le futur, Bouddha voit ses vies passées, sa vie présente et ses vies futures. Et par la force de sa concentration, il va complètement annihiler cet ensemble qui est formé par le karma, les samskaras, les vasanas, les vrutris et les kleshas. C'est ce qu'on va voir maintenant. J'ai essayé de vous donner un minimum de vocabulaire sanskrit et vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai fait des petits dessins un peu maladroits comme d'habitude, mais je sais que vous les aimez bien parce qu'ils permettent d'expliquer simplement des points importants de la doctrine. Voilà, alors vous avez le Bouddha qui est ici. Ici, c'est le serpent cobra qui se met derrière lui, l'arbre. Et puis vous avez Mara qui va apparaître, qui est en fait une projection de toutes les tendances égotiques, de toutes les tendances samsariques du Bouddha. Puis il a 3 filles qui correspondent à avant, pendant et après. L'aversion, l'ignorance et le désir. Et Bouddha, par la force de sa réalisation, va l'annihiler. À chaque fois que Mara va lui tirer dessus, les flèches vont se transformer en fleurs. C'est pas bon mon dessin? Le dispositif du Bouddha, le Bouddha s'est aperçu que sous l'effet de son karma, il y avait des samskaras, c'est-à-dire qu'il y avait des mémoires qui s'étaient enregistrées, qu'elles créent des tourbillons énergétiques, les vritris, et qu'il y avait un conditionnement latent qu'on appelle les vasanas. Et que lorsque, ces mémoires, ces perturbations énergétiques et ces champs d'information latents, ces latences, sont à maturité, elles vont former ce qu'on appelle des kleshas, des poisons émotionnels, et nous allons développer du dukkha, c'est-à-dire de la souffrance. Voilà, aujourd'hui, vous savez, karma, samskara, vrutri, vasana, klesha, dukkha. Dukkha, il y a 2 cas d'ailleurs. Voilà, c'est le dispositif de base du bouddhisme avec le vocabulaire. En réalité, ça veut dire que nos actions vont enregistrer à l'intérieur de nous des mémoires. Ces mémoires créent un espèce de conditionnement latent, une impression latente, comme une espèce de bourdonnement. Et puis vont créer des espèces de tourbillons énergétiques intérieurs qui sont à la base de nos poisons, des poisons émotionnels,
qui sont la froideur émotionnelle ou les émotions perturbatrices, notre formalisme, notre attachement à notre expérience, notre volonté de nous imposer, et puis effectivement notre sentiment de dualité. Dans le bouddhisme, le bouddhisme nous invite à nous libérer du karma, à effacer les mémoires, les samskaras, à fluidifier le flux interne par des pratiques de yoga, c'est les vrutri qui doivent être fluidifiés, et puis annihiler les tendances. C'est une véritable magie blanche qui amène un état de synarchie. Cet état de synarchie, c'est que tout le monde est interdépendant, nos conditions d'existence sont impermanentes, mais nous reposons en permanence dans la vacuité lumière, c'est-à-dire une impression de luminosité permanente et une sensation où tout est ici et en permanence, c'est ce qu'on appelle l'imminence, le tout formant une sorte de radiance bienheureuse. Le bouddhisme, qui a été pratiqué au Tibet, qui est pratiqué dans la psychotronique à Luxembourg, en général dans toutes ces théories karmiques, on essaye d'enchaîner les gens à leur karma. On leur dit, il y a des mémoires à l'intérieur de toi, il faut que tu les payes, il faut qu'on t'élimine, il faut qu'on se fasse souffrir, etc. Il y a des mémoires à l'intérieur de toi, t'es dangereux ou t'es utilisable. C'est toute la théorie du karma de la théosophie, mais c'est aussi la base de la psychotronique, notamment à Luxembourg, où ils disent, il y a des mémoires à l'intérieur de toi dont on va te suggestionner pour que tu réagisses. Et soit on va t'éliminer, soit tu vas dégager du pays, on va te faire reproduire, donc on va t'enchaîner au karma pour pouvoir te réduire en esclavage. C'est exactement ce que avait fait le Dalai Lama au Tibet, puisqu'on disait aux paysans que, si on les torturait, si on les exploitait, etc., et si les lamas vivaient dans des grands palais, c'était sous le fruit du karma, et qu'il fallait rester enchaîné à son karma, que les grands lamas épuisaient leur bon karma et qu'ils renouvelaient en permanence par des actes d'opérations magiques, et que les paysans, en étant exploités, torturés, etc., étaient en train de payer leur karma. Alors évidemment, en permanence, ce genre d'attitude réactive les mémoires, au lieu de les effacer, augmente les blocages, puisqu'on souffre, au lieu de fluidifier le flux interne. Puis évidemment, au lieu d'annihiler les latences, c'est la véritable magie noire où les gens qui nous contrôlent vont nous hypnotiser par des latences, comme dans la psychotronique et toutes les pratiques de magie noire qu'il y avait à l'intérieur des monastères. On est là face à une véritable tyrannie où on veut que les pauvres soient le plus dépendants possible du pouvoir pour pouvoir les exploiter. Et puis évidemment, où règne le matérialisme et l'ignorance, un monde ténébreux. La théocratie tibétaine des lamas était sans doute l'un des royaumes les plus cruels et les plus despotiques de l'histoire de l'humanité. La classe monastique des lamas régnait sur une majorité de serfs dont les conditions de vie étaient souvent pires que celles des animaux. Les monastères tibétains étaient extrêmement hiérarchisés. Les lamas supérieurs vivaient dans des palais opulents, prenaient des enfants comme esclaves sexuels et vivaient du travail des lamas inférieurs qui, à leur tour, vivaient du travail des serfs affamés. Les châtiments infligés aux serfs désobéissants consistaient à leur arracher les yeux, à les éviscérer, à leur couper les mains et les jambes et à leur infliger d'autres formes de torture plus hideuses les unes que les autres. Ce n'est pas tout à fait le paradis idyllique de la légende hollywoodienne. Les serfs devaient souvent porter leurs propriétaires sur leur dos. Par conséquent, un grand nombre de serfs étaient voûtés et infirmes. Il n'est pas faux de dire qu'avant l'arrivée de l'armée populaire de libération de la Chine au Tibet en 1951, le pays des lamas était un véritable enfer. Plus de 70% de la population était composée de pauvres serfs illettrés et de nomades. Ils n'avaient absolument aucun droit et aucune valeur. Le gouvernement en place, la classe monastique et les seigneurs seigneuriaux constituaient une infime minorité du pays qui s'arrogeait toutes les richesses. Selon la doctrine religieuse, la souffrance des serfs était conforme à la loi divine. Parmi les milliers d'articles et de reportages sur le Dalai Lama, l'indépendance du Tibet, la démocratie, les droits de l'homme et la répression communiste chinoise, on cherchera en vain des faits réels concernant la dictature tyrannique des lamas lorsqu'ils exerçaient leur souveraineté et leur domination sur le Tibet. La pédophilie et les abus sexuels étaient également monnaie courante dans les monastères tibétains. Sous le féodalisme despotique des lamas,
où la famine était courante, la population tibétaine a diminué de plus d'1 million de personnes au cours des 200 années qui ont précédé la libération. Au milieu des années 70, cependant, la population tibétaine avait augmenté de 400 000 personnes et les groupes ethniques minoritaires de Loba, Dang et Momba, qui avaient été les plus opprimés sous les lamas, étaient également de plus en plus nombreux. Lorsque l'armée populaire chinoise de libération est arrivée au Tibet en 1950, des milliers de serfs se sont soulevés contre la tyrannie de la noblesse et des moines lamas. De nombreux monastères ont été attaqués et vandalisés. Les exactions et les représailles des serfs libérés à l'encontre de leurs anciens oppresseurs étaient monnaie courante. Bien que la propagande séparatiste tibétaine en Occident prétende qu'il s'agit d'un pays séparé, le Tibet fait partie de la Chine depuis des siècles. Vous voyez sur ces images d'archives, lorsque l'armée de libération populaire chinoise libère nos camarades tibétains eh bien de l'oppression de la timocratie et de l'aristocratie dégénérée tibétaine. Moi, j'ai rien contre l'aristocratie, je suis pour l'aristocratie, mais le clergé doit jouer son rôle en magie blanche et la noblesse doit jouer son rôle en matière de justice. Lorsque la noblesse se montre injuste et lorsque le clergé tombe dans la magie noire, ils doivent être abattus et les gens doivent se réveiller et créer une démocratie. C'est l'anacyclose de Platon. Évidemment, c'est ce qui se passe au Tibet. Et je vous laisse voir à la suite les images de joie des Tibétains. On brûle les certificats de propriété de ces grands propriétaires esclavagistes et puis on distribue les terres et on distribue du matériel, notamment des charrues, eh bien, à tout ce peuple tibétain, à ce 1 200 000 Tibétains qui définitivement sont en joie pour avoir été libérés de la plus terrible forme de national-socialisme, avec les mêmes charniers, avec les mêmes idéologies, celles des Dalai Lama, qui ne sont autres que les nazis du Tibet. C'est comme ça, il y aura une autre idéologie, un autre système d'exploitation à faire tomber grâce à la République populaire de Chine, c'est le système d'exploitation capitaliste, et en particulier le laboratoire du 4e Reich des riches, qui n'a rien à envier au Tibet féodal, qui n'a rien à envier à la colonia d'Ignigdaz, qui n'a rien à envier à l'Allemagne nazie, c'est le Luxembourg de Meine Juncker, celui où un gros porc, fils de prostituée, et dont le père lui est inconnu, pensait qu'il était un modèle génétique rare, qu'il allait aller à Jérusalem avec la direction générale de Meine Juncker et toute la bande de dégénérés, d'alcooliques et de consanguins de son espèce et de saleté pour ensuite prendre une fusée pour aller sur Mars avec Elon Musk. Voilà, la dernière fusée d'Elon Musk vient d'exploser en plein vol. C'est un peu comme Christian Schiffer, sa volonté d'être directeur de la police puis ministre de l'Intérieur, de participer à l'assassinat du grand-duc dans le cadre d'une grande dictature sous l'égide de la Russie, parce que c'était leur idée de faire une république sous le contrôle de la Russie, a explosé en plein vol. Voilà, de toute façon, vu l'état de grosseur et vu le melon qu'a ce sinistre individu, c'est étonnant que le ventre ou le cerveau n'ait pas explosé sous l'effet de l'orgueil bouffi qui est le sien. Voilà, les comptes finissent toujours par se régler. Ces dernières années, j'ai subi un harcèlement intense venant de ces milieux du non-bouddhisme, de ces milieux de Mara. Et dernièrement est tombée une dernière personne à Luxembourg qui, comme par hasard, était très fière de se montrer aux côtés de sa saleté, l'océan d'immondices. Voilà. Je vous invite à voir et revoir la vidéo de mon ami et cher maître Kalu Rinpoche. La vidéo, elle a 11 ans. Où il parle de des abus sexuels qu'il a subis en tant qu'enfant et en tant qu'adolescent dans l'entourage du Dalai Lama, où il parle de sa chute, de sa prise de drogue, d'alcool, de sa déchéance et de la façon dont il est revenu au bouddhisme. Et il est arrivé à se sortir de tout ça, se sortir de l'emprise de la CIA et du Dalai Lama et de créer sa propre école. On peut dire que, en moins dramatique, c'est exactement ce qui s'est passé avec le 17e Karmapa, Taye Trine Rinpoche. Les deux sont évidemment bienvenus avec nous. C'est souvent, peu de personnes savent l'enfer des Rinpoche, de nos précieux maîtres.
qui sont de véritables vaches à lait pour traire les Occidentaux et qui sont des attrape-couillons dans des centres où le Dalai Lama se proclamait grand pape du lamaïsme international, qui ne sont devenus que des lieux d'abus sexuels des enfants, d'esclavagisme des femmes, de trafic de drogue et de corruption. On est très loin du bouddhisme, mais on est très proche de ce qui se passait au Tibet, du temps où le Dalai Lama sévissait. Voilà, je vous laisse voir à nouveau ces belles images d'archives. On voit le bonheur des paysans tibétains d'avoir été libérés du national-socialisme du Dalai Lama et de sa clique. À très bientôt, ciao. La pédophilie et les abus sexuels étaient également monnaie courante dans les monastères tibétains. Ce n'est qu'en 1959, lorsqu'une infime minorité de lamas tibétains soutenue par la CIA s'est soulevée contre le gouvernement communiste, que le peuple tibétain s'est enfin libéré du joug de la tyrannie. Les lamas ont été contraints par les serfs tibétains libérés de s'exiler en Inde. Une fois le Dalai Lama et ses acolytes exilés, des célébrations ont eu lieu à Lhasa et les titres de propriété des seigneurs seigneuriaux ont été brûlés dans des bûchers. Les serfs tibétains libérés ont reçu des titres de propriété pour des terres, du bétail et des outils agricoles. La libération du Tibet a permis à d'autres groupes ethniques minoritaires tels que les Lobas, les Monbas et les Dang de jouer pour la première fois un rôle actif dans la société. Plus de la moitié des secrétaires du comité du parti de la région autonome du Tibet étaient tibétains. Le peuple tibétain n'avait jamais connu autant d'autonomie et de liberté dans son histoire. Pour la première fois dans l'histoire du Tibet, la majorité de la population a appris à lire sa propre langue. Il fut alors construit des milliers d'écoles et d'hôpitaux dans tout le pays, offrant au peuple tibétain une éducation et des soins de santé gratuits. Les femmes tibétaines ont obtenu les mêmes droits que les hommes. La libération du Tibet a été suivie d'une industrialisation rapide. Furent alors élaborées des routes et des infrastructures, et les industries locales se sont développées. En 1974, le Tibet avait, pour la première fois de son histoire, produit suffisamment de céréales pour nourrir sa population. Tarabayın gelsin dalla şamdayın kavva şaradayın kavva Uzen sudur hoşlanı bolsun hodları domgin senkere kavmit Hüseyin kavva harzgin kavva Arın şargıdı kavva min notu Her